Nous redeviendrons rapidement dépendants de l'énergie. Nous n'étions pas indépendants sur le plan énergétique avant cela. Pour autant que l'on s'en souvienne, nous n'étions pas indépendants sur le plan énergétique avant cela. Pendant peut-être une centaine d'années, ils n'en savent rien. Mais nous l'étions et nous deviendrons rapidement indépendants sur le plan énergétique. Nous allons frapper, 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 forer bébé, forer. Nous allons forer bébé, forer et frapper, frapper, frapper. Voilà, on n'entend pas beaucoup, hélas, la voix de Donald Trump derrière, mais qu'est-ce qu'il dit là exactement? Drill, baby, drill, c'est-à-dire qu'il est complètement consistant là-dessus depuis le début. Comment vous traduisez ça exactement? Creuser, bébé, creuser. Chérie, foron. C'est comment? Foron, chérie, foron. Alors on a plusieurs versions. Foron, chérie, La mienne foron. est Voilà. plus vivante. Il faut creuser. Voilà. Ouais, c'est ça, creuser. Petite parenthèse électorale, on n'est plus dans la campagne, mais c'est quand même quelque chose de très important parce que Kamala Harris était contre le fracking qui est très important en Pennsylvanie. On pensait jusqu'à encore il y a 2 semaines que tout allait tourner autour de cet État. La fracturation, merci Monsieur Roquette. Et donc, sur cette question-là, c'est une promesse de Donald Trump qui l'aidait énormément dans le vote, notamment des États clés sur la côte Est. Après, la question sur l'énergie, qui pour moi est beaucoup plus intéressante, c'est la question du nucléaire. Parce qu'on a, dans le premier mandat de Monsieur Trump, des vraies avancées en termes de cette énergie-là, qui sont soudainement mélangées à une espèce de réticence dans le dialogue qui est quand même assez étrange, notamment sur le podcast de Joe Rogan. Donc, c'est une question qu'on n'a pas du tout encore la réponse. Est-ce qu'il est en train là de lever un tabou en Europe de l'Ouest? Être climato-sceptique, c'est pour ainsi dire une mort sociale. Si vous dites que vous êtes climato-sceptique dans le champ politique européen de l'Ouest, c'est grave. Oui, mais c'est est-ce qu'il est en train là d'ouvrir une vanne, oui, mais qui va arriver jusqu'en Europe, Guillaume Roquette? C'est-à-dire une certaine droite qui se dit, allez, maintenant on a le droit de dire ce qu'on veut, même quand c'est mal vu. Je suis pas sûr, parce que, enfin, je suis pas sûr. En tout cas, pas dans ces proportions-là. Il y a un climato-scepticisme en Europe sur un sujet assez précis qui sont l'interdiction du moteur thermique. Parce que c'est en train de flinguer l'industrie européenne automobile et d'ouvrir un boulevard aux Chinois. Et donc, comme les Européens sont quand même relativement vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, un certain nombre de gens, même raisonnables, même qui ne sont pas complotistes, qui ne nient pas le réchauffement climatique, disent peut-être que là, on en fait un peu trop. Mais dans les proportions des Américains, là, c'est inimaginable. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je vous rappelle que de très loin, le premier producteur mondial d'hydrocarbures, c'est pas l'Arabie Saoudite, ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui. Et c'est un avantage compétitif majeur. Parce que pendant que notre industrie, j'en parlais à l'instant, souffre d'un prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, notamment à cause de la guerre en Ukraine, les Américains, eux, ont une énergie très bon marché. Est-ce que vous admirez ça, cette façon complètement désinhibée de dire c'est notre richesse, c'est notre or, il appelle ça l'or liquide? Oui, mais bien sûr qu'il faut, ou au moins on a le droit d'admirer ça, une partie. Aujourd'hui, on est élu président de la République américaine pour les intérêts des Américains. L'obsession américaine depuis 50 ans, c'est l'indépendance énergétique. Ce qui est quand même marrant, parce qu'ils sont énergétiquement indépendants quasiment. Ils n'ont pas de peine à ce domaine-là. Et dès qu'il y a une nouvelle ressource des 2 derniers siècles qui devient soudainement importante dans l'économie mondiale, il y a un fermier en Pennsylvanie qui fait un trou et on trouve la plus abondante piscine de cette ressource au monde. Donc sur ce point-là, effectivement, il touche comme un complexe, mais pourtant qui n'a pas lieu d'être pour les Américains, qui bénéficient effectivement de ces ressources énormes. En Europe, on a plus besoin de cette rhétorique qu'aux États-Unis. Je pense qu'il y a... pourquoi aussi aux États-Unis, il y a cette peur constante depuis les années 70, c'est ça? Exact. Parce que aussi, ça fait fonctionner l'économie. C'est la différence. On n'a pas les transports en commun comme ici. Il y a plein de choses qui fonctionnent différemment. Donc, il y a cet écho dans le public de cette inquiétude que demain, je ne pourrais pas prendre ma bagnole, aller, je ne sais pas, faire du shopping ou autre. C'est quelque chose de très sérieux aux États-Unis. Moi, je connais des collègues qui enseignent ce climato-sceptisme. Mais personne ne serait écrit, pardon. Moi, j'ai une fille de 14 ans. En vous entendant, elle serait horrifiée. Pour elle, c'est très grave. C'est criminel. Non, mais vous pouvez vous en parler avec une légèreté. Non, je me permets de dire, je donne l'exemple. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, dire ça, c'est du négationnisme, c'est très grave, etc. Est-ce qu'il est en train de là, lui, d'ouvrir une vanne contraire? Mais je sais, parce que, au contraire, moi, qui reçois des étudiants américains ici, quand ils voient comment nous, on considère la chose, ils sont aussi choqués. Donc, il y a aussi une partie du monde qui ne pense pas comme l'Occident, l'Europe occidentale, et il faut le prendre en compte aussi. Pardonnez-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour le lobby environnemental qui a des vraies inquiétudes et des vrais arguments, il s'est quand même aussi beaucoup disqualifié dans les 10-15 dernières années avec des revendications politiques qui n'avaient rien à voir avec l'environnement. J'utilise l'exemple du nucléaire. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui se dit qu'il veut sauver la planète, il y a une question à poser. Est-ce que vous êtes pro-nucléaire ?
Si la réponse est non, ils s'en foutent de l'environnement. Parce que la réalité, c'est que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie verte de demain. On a des problèmes avec les déchets, mais qui sont minimes comparés aux problèmes du gaz et du pétrole. Donc cette décrédibilisation du lobby gouvernemental, elle est face à un Trump ressurgissant qui, effectivement, peut ouvrir la vanne contraire. Et tant mieux. Il y a un autre domaine où cette droite au pouvoir, en tout cas ce Trumpisme au pouvoir, s'exprime avec une netteté appréciée ou pas, mais extrêmement marquante, c'est la question de la natalité, de la défense de l'Occident d'un point de vue de la natalité et de la démographie. Ce tweet de Musk disant « L'Europe est en train de se mourir ». Il parle de la natalité européenne. Regardez, il reproduit un schéma où on voit le taux de fécondité, alors où on voit à quel point les Français s'en tirent d'ailleurs plutôt mieux que les autres, mais les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, etc., tout ça est en train de décroître. Oui. Et il dit, lui, c'est dramatique, c'est l'Europe qui est en train de mourir. Oui, mais justement, là, on a encore cette différence avec les jeunes. Votre fille serait aussi choquée. C'est-à-dire, il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui pensent que on ne doit plus faire d'enfants. C'est-à-dire que, mais effectivement, c'est une tendance aussi. Vous catastrophez Louis Sarkozy. Dans quelle mesure c'est une menace pour l'humanité d'être trop nombreux sur cette terre? Je ne donne pas mon avis. Je suis journaliste. Je vous rapporte l'opinion d'autres personnes et des tendances dans le monde dans lequel nous vivons. Et là, à mon sens, Elon Musk se rapproche de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine aussi, c'est un homme qui est très choqué par la baisse de natalité. Et elle lui coûte, il y a des mesures pro-natalistes en Russie. Effectivement, Vladimir Poutine, on ne sait pas vraiment combien il a d'enfants, il n'en a pas 12 comme Elon Musk, mais il en a un certain nombre et pour lui, ça compte. Donc voilà. Est-ce qu'il a raison? Regardez l'image qui va suivre, ce côté rigolard, complètement désinhibé. Là, il était toujours à ce meeting de MMA. Et regardez Musk qui s'amuse. Je ne sais pas si vous suivez sur Twitter, je crois qu'il tweet de manière quasi hystérique. Tous les voilà. Et il s'amuse. Il affiche des idées souvent considérées comme d'extrême droite en Europe de l'Ouest, mais notamment sur le natalisme, en disant mais oui, j'assume complètement ça. C'est notre civilisation occidentale qui est en danger. J'espère qu'on peut considérer qu'il est heureux pour une société d'avoir des enfants sans être forcément taxé d'extrême droite. Parce que c'est une réalité statistique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement en Occident une baisse de la natalité qui est très spectaculaire. Et c'est le signe de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'absence de confiance dans l'avenir. Pour des raisons qui sont respectables. De toute façon, je ne pense pas que les gens auront plus d'enfants parce qu'ils lisent les tweets, les messages d'Elon Musk sur X. Donc tout ça a quelque chose d'un petit peu dérisoire, mais sur le constat, c'est vrai qu'il est important parce qu'il montre une réalité qui est celle d'aujourd'hui. Et là, pour le coup, il n'y a plus d'opposition entre la Russie et les Occidentaux. Il y a le même sujet partout. Et d'ailleurs, en Chine aussi, vous avez vu que, je crois que c'est ici à 2040, la population chinoise va diminuer. D'un point de vue global, c'est sans doute heureux parce que, souvenez-vous de ces inquiétudes sur cette population mondiale qui n'arrêtait pas d'augmenter. Mais d'un point de vue du rapport de force entre notamment la vieille Europe et en particulier les pays d'Afrique, là c'est plus inquiétant. Regardez ce panneau qui est tellement fascinant. Années 50, l'Europe et la Russie, si on la met dans l'Europe aussi, ils sont encore dans les 10 grandes puissances démographiques de l'univers. Les Anglais, les Italiens, voilà. 2020, il n'y a plus que la Russie. C'est-à-dire l'Europe de l'Ouest a déjà disparu du classement. Et puis 2100, le monde est indien, chinois, pakistanais, africain en très grande partie, américain. Les Américains sont les seuls qui restent dans le classement. On voit que la puissance américaine, dont on a si souvent annoncé le déclin, malgré tout, elle subsiste. Oui, alors il y a deux choses à comprendre sur la crise de la natalité. Un, c'est qu'elle est mondiale. C'est partout. Oui, mais tout est relatif. Quand vous partez 1,4 milliard, au Nigeria, un peu moins. Vous avez de l'avance. Ça s'aplatit. Ouais. Et la raison, et ça c'est la vérité, on ne sait pas pourquoi. Alors il y a des théories sur l'urbanisation, sur l'émancipation de la femme, etc. La vérité c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Oui, Sarkozy, ça c'est la version rassurante, mais vu d'un Elon Musk, son problème à lui, c'est il regarde ça si je me suis et il se dit où est l'Europe. Monsieur Rochebin, c'est pas du tout rassurant, c'est une des plus grandes menaces existentielles, pas pour l'Europe, pour l'humanité. Parce que vous savez, la chute de la natalité, c'est la poussée exponentielle à l'arrière. C'est-à-dire que s'il y a moins d'enfants pour la prochaine génération, il y en a encore moins pour dans 2 générations, et encore moins. Et c'est une dégringolade. En fait, on chute d'une falaise. C'est pas une légère diminution. Si on part à 1,4 milliard, ça n'a pas le même sens que si on part à 60 millions. Et là, d'ailleurs, on voit là, le Pakistan monte. En 2100, il est à la 3e place. Ça s'aplatit ou ça chute partout, je vous l'assure. Et les gens qui étudient la question sont très inquiets parce que c'est pas une opinion de vouloir plus d'enfants.
c'est juste la préservation de l'opinion même. Parce que sans enfants, il n'y a pas d'opinion, qu'on soit d'accord. Écoutez, Elon Musk qui dit c'est la chute de l'Empire romain. Les Romains, vieille tradition nataliste, les Romains ont chuté parce que c'était une immense civilisation, mais il n'y a plus assez de Romains, et donc c'est l'immigration, c'est les invasions barbares, etc., qui ont fini par faire tomber l'Empire. Écoutez-le. Rome est tombée parce que les Romains ont cessé de faire des Romains. C'est en fait le problème fondamental. Et il y avait d'autres choses. Ils ont connu une série d'épidémies de paludisme, de peste, etc. Mais il y en avait déjà eu avant. C'est juste que le taux de natalité était bien inférieur au taux de mortalité. Est-ce qu'il a raison ? Partiellement. Oui, c'est un peu plus compliqué. Oui, un facteur parmi 1000. La chute de l'Empire romain, c'est le sujet le plus débatté dans l'historiographie au monde. Donc, oui, c'est un facteur, mais il ne faut pas le réduire à ça. Mais par contre, l'inquiétude de M. Musk est totalement justifiée sur ce sujet-là. Il faut même l'exagérer un peu plus. On ne s'en inquiète pas assez. Michel. C'est vrai. Sur les projections en 2100, il faut quand même se méfier énormément. Quand même. Les choses peuvent changer. Je rappelle que si on faisait la même projection au début du XXe siècle, la France disparaissait du monde pratiquement à la fin du XXe siècle. Alors, il s'est passé un truc qui s'appelait le baby-boom, que personne n'a vraiment su expliquer, et qui concernait plein de pays d'un seul coup, qui ont changé, et que ça a commencé en pleine guerre en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont commencé à changer leur vision de l'avenir du monde, de les enfants. Donc c'est des choses, alors les phénomènes démographiques sont très lents, mais qui peuvent changer aussi de manière assez étrange. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment gérer ça. Les politiques natalistes, on n'arrive pas à faire de relation de cause à effet. Vous évitez quand même la question un peu de puissance. Auguste, Richelieu, Napoléon, De Gaulle ont tous dit, pour être une grande puissance, il faut être très nombreux. La France était pendant très longtemps une très grande puissance démographique. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Oui, et effectivement. C'est l'arme que Napoléon a pour conquérir l'Europe pendant une génération. C'est grâce à. Mais c'est pas tout, parce que l'Empire britannique, c'est une puissance démographique qui reste petite. Il gouverne un tiers de la planète. Donc ce n'est pas tout. La culture aussi, la potence, l'avancée technologique joue aussi un rôle, bien sûr, dans la poussée des États. Pour en revenir à un sujet largement traité dans cette émission depuis 22 heures, c'est l'un des éléments clés de la guerre en Ukraine. C'est qu'un pays, je crois qu'il y a plus de 30 millions d'habitants maintenant en Ukraine, avec tous ceux qui se sont réfugiés à l'étranger. Un pays de 30 millions d'habitants contre un pays de 145, ça ne va pas être facile pour le premier, c'est-à-dire l'Ukraine, de gagner contre le second, c'est-à-dire la Russie.